Alors, ça va être place au théâtre et il va se présenter. Pas le bon. Oui, c'est vrai. Mr. Puzzle. Mr. Buzzle. Bienvenue, place à vous. Hi. I'm John Buzzell. Je suis John Buzzell. Je vais parler en français. C'est quoi le nom de la dame que j'ai suivie, là? C'est votre nom, c'est quoi? Louise. Louise. Ah. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Juliette? Non? Edith? Non? OK. Au ciel, je suis au ciel. Je ne peux pas imaginer. Je ne vais pas vous dire c'est où le ciel. Je ne peux pas. Je suis en permission limitée. Un temps limité aussi. On m'a dit, tu vas retourner d'où c'est que tu viens pour raconter ton histoire à des gens, comment c'était dans ton temps. Pas pour les divertir. Ils ont pour ça, comment ils appellent ça, des humoristes. Non. Tu vas raconter des gens, tu vas les rencontrer parce qu'ils aiment l'histoire. Ouais. C'est important l'histoire, parce que si on ne connaît pas notre passé, le présent is out of sense. Il se vide de sens. Ce qui est important pour eux, ton histoire, puis comment c'était à Cherry River dans ton temps. Yesterday is now. Tomorrow is now. And now is today. C'est ça le temps. Vous allez m'excuser parce que j'ai pris des notes pour suivre parce que j'ai pas de mémoire. J'ai pas pratiqué ma mémoire. Hein. Surtout que je suis pas mal perdu là, de voir ce que je vois. Moi, je suis venu au monde en 1850 à Salispant, c'est ça, là, à Salispant, près de Boynton Pass. J'étais le dernier des 13 enfants. Ma famille a déménagé ici à Cherry River. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Il y avait 3 de ses sœurs qui vivaient ici à mon père. Il y avait les cousins, cousines. Il y avait du fun. Mon père, il fabriquait des boquettes. Vous savez, c'est quoi des boquettes? Des cuves en bois. Des chaises, puis d'autres objets en bois. Quand on m'a dit, tu vas t'adresser à des Canadiens français, pas des Canadiens français, des Québécois, tu vas parler comme un Québécois, mais tu ne sacres pas. On m'a donné un drôle d'accent, hein, un peu anglais, un peu acadien, je ne sais pas pourquoi. Comme un peu québécois, comme vous parlez. Dans mon temps, on avait les pieds sur la terre, puis la tête au ciel. On besognait sans regarder en arrière. On travaillait pour que la maisonnée ne manque de rien, puis que nos enfants aient un bon avenir. Un bon avenir. Puis qu'on aille au ciel à la fin de nos jours. Là, je vous parle, j'ai 66 ans. C'est l'année où j'ai commencé à écrire mes activités à tous les jours. En 1916, mars 1916. J'ai fait ça jusqu'en février 1917. En 1916, il y avait la Grande Guerre qui faisait bien des morts, les champs de bataille dans les vieux pays. Nous autres, ça nous passait par-dessus la tête, tout ça. Ça nous troublait pas bien, bien. Moi, ce qui me troublait, c'était de voir nos enfants, puis ceux du voisinage, quitter le village pour la ville. Hein? Il y a même 2 enfants qui sont partis dans l'Ouest, là, en Ontario. Dans mon temps, à Cherry River, les hommes, les chevaux, ça travaillait ensemble. Au champ, préparer les champs, préparer la terre, charrier le bois, le stock, transporter le monde.
les femmes, les filles, travaillaient toute l'année à s'occuper des vaches, des volailles, à cultiver le le jardin, à faire des canages, à tricoter, repriser, confectionner. Ça prenait des femmes pour faire fonctionner la ferme. À 20 ans, pour vous situer, en 1870, à 20 ans, j'ai épousé Juliette Louise Wilson. Juliette Louise. Juliette Louise Wilson, moitié français, moitié anglais. Le monde l'appelait Julia. Moi, je l'appelais Ma. Pas maman, pas mother. Mère par respect pour son rôle de mère. On a eu 4 belles filles puis 3 garçons. 3 beaux garçons aussi. C'est de ça qu'on a élevé notre famille. Myrtille, mon aînée, est morte 9 mois après avoir donné naissance à son premier enfant. Ouais. Puis lui, le petit, est mort l'été suivant. Puis 6 ans après, Jérôme, mon aîné, il est mort, lui aussi. Les 3 sont enterrés dans le cimetière ici. Le cimetière, c'est moi qui l'entretenais. Ouais. Quand j'ai perdu mon fils, là, Jérôme, je suis allé dans mon chèque dans le bois, tout seul. Puis, j'ai pleuré. J'étais à 51 ans, je ne voyais pas le bout. Bon, pas que la vie c'était dur sur la terre, là, mais j'ai fait le tour de ma vie en me demandant c'est quoi qu'il veut, Dieu. Hein? J'ai parlé. Puis, une nuit, j'ai fait un rêve. Oh, je ne sais pas pour vous ennuyer avec mes rêves, là. Ça ne va pas être ça qui vous intéresse, pas plus que, j'imagine, la Confédération, là, la Dominion du Canada, là, en 1867. On était dans ce temps-là. Là. Ça se passait par-dessus notre tête, le haut puis le bas Canada. Bon, c'est que je suis rendu. C'est quoi ces bruits-là? Ouais. Je suis revenu à la maison, j'étais dans le chat. Alors, oui, c'est la job, hein. Ma femme est bien vaillante. Elle travaille aussi fort que moi. Elle s'occupe de la maison, de la ferme. Elle produit du beurre que je vends au marché, à Magog, avec des œufs. À l'époque, on vit de l'agriculture puis de la forêt. C'est pas suffisant pour nourrir ma famille. Fait que moi, je travaille comme menuisier, charpentier, mécanicien, mesureur de bio, draveur. Je dirige la drave. Mon frère Robert puis moi, on a parti une compagnie, la Air A and John Buzzell Shop. On fabriquait des barattes à beurre. Mon père en avait fait, mais nous autres, on avait une compagnie. On faisait des barattes à beurre. Ça marchait. On en faisait. À l'époque, l'hiver, les hommes, on partait dans les chantiers. En mars, mais là c'était la corvée. Pendant 4 jours, moi, je dégageais une piste là, dans la neige. Il y en avait épais. Pour sortir le bois de la forêt. Que je transportais en traîneau jusqu'à ma ferme pour le bois de chauffage, pour faire des clôtures, pour construire des bâtiments. Le bois coupé sur les terres qui appartenait à Pratty and Miller, puis le bois vendu par les agriculteurs particuliers, il était transporté sur la neige puis sur les rivières gelées, en traîneau, à chevaux, et stocké au landing du village. Ouais. Je sais que ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être. La terre des Williams, dans le rang 14, ça vous dit quoi? Ben c'est là qu'on rassemblait les charges de bio les mois d'hiver.
En 1916, par exemple, en avril, pendant plusieurs jours, j'installe l'estacade dans les marais avec mes deux neveux, Horace et Martin. J'appelle ça le Boeing de Bog, le tonnerre des marais. Une estacade, c'est un barrage flottant. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Avec des pièces de bois enchaînées. Une fois que tout ça est en place, là, la drave, elle peut commencer. Les hommes peuvent faire rouler bio le long de la rivière aussi. Même si le dénivelé, là, entre la rivière, je pense que c'est là, puis le marais, même si le dénivelé n'est pas bien est faible, c'est quand même pas facile, puis c'est dangereux. Tout ça, là, ça se passe avec la crue du printemps. Il faut attendre que les eaux montent. On drave les bio jusqu'au lac, même Frémagogne. Là, les résineux sur l'eau, entourés de bio enchaînés, sont remorqués par des bateaux à vapeur jusqu'à Vermont, jusqu'au Vermont. Le bois franc, lui, est monté sur des barges, puis est transporté à la même place, au Vermont. Dans les derniers mois du printemps, à la ferme, c'est pas l'ouvrage qui manque. Soigner les troupeaux, réparer les bâtiments, étendre le fumier à 20 semences, les patates, les haricots, les daims à vache, entretenir et réparer les gréements. Fin juillet, début août, c'est le temps de la fenaison. Coupe de foin, engrangement. J'en fais beaucoup, mais je dois finalement engager un voisin avec ses chevaux pour m'aider. À l'automne, on récolte les pommes de terre, les haricots qu'on entrepose pour l'hiver. Quand il en reste au printemps, je vais échanger ça au magasin Vaughan Brothers à Magog pour de la nourriture pour les animaux, du sel, du sucre, puis des produits rares. Puis c'est le temps aussi où je fais l'abattage du bétail pour la consommation de la famille, puis aussi pour en vendre aux bouchers de Magog. En 1884, c'est le début d'un gros développement à Magog, avec les usines de textiles. C'est en 1905 qu'on construit la Dominion Textile. C'est là que travaillent plusieurs des parents, des voisins, quelques-uns de mes enfants. Ils gagnent bien leur vie. Il y en a qui ont même les moyens de s'acheter une automobile. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des ouvriers. Moi, je voyage toujours en vogué, en chariot puis en traîneau. Je vais souvent à Magog, au marché, où j'ai fait connaissance de deux bons diables qui sont devenus mes amis. Tiwi Veilleux, puis Gonzague McFarlane. McFarlane, il a changé son nom pour Ferland. Il s'appelle Gonzague Ferland. Je regarde, je conduis chercher les enfants qui font des allers-retours à Montréal en train. Ils viennent souvent nous visiter. Rosemary vit à Paris. C'est l'une de mes filles, en Ontario, à Paris, en Ontario, avec son husband. Nellie Marie, une autre de mes filles, est allée s'installer elle aussi avec son mari, là-bas. Mes amis, les bons diables, là, ça me ramène à mon rêve, tantôt, là, quand j'étais dans mon chac. Oh, je vais vous le raconter. Je rêvais que j'étais là, en Ontario, chez ma fille. J'étais pas heureux. Je voulais revenir à Cherry River, au Québec. Là-bas, il y avait juste des Anglais, mais je me sentais pas chez nous. Dans mon rêve, je voulais retrouver mes amis Gonzague et Tiwi au marché de Magog. On discutait fort. Tiwi, il voulait un pays. Moi, je lui disais, t'en as un? Là, il me parlait des plaines d'Abraham. C'était important pour lui. Puis Gonzague, il parlait des rebelles, des patriotes, il disait, qui s'étaient fait massacrer dans la vallée du Richelieu par des soldats de l'armée britannique.
Il disait qu'il ne faut pas les oublier, qu'un jour, il va y avoir une révolution. Moi, ça me faisait bien de la peine de les savoir comme ça. Dans mon rêve, il me faisait lire un poème qu'il avait écrit. Il me disait, lis ça, ça va te faire plaisir. Je disais, je suis d'un autre pays, grand comme un empire, taillé dans mon esprit à ma soif de vivre. Je suis d'un monde innocent et blessé, ballotté comme une onde d'une étrange réalité. Je suis d'un passé de défricheur d'horizons, de paysages apprivoisés aux généreuses moissons. Royaume sauvage, de verdure et de neige, entre joug et rébellion, courage, abnégation. Je suis d'un avenir d'ardentes symphonies où combattre sans périr engage nos utopies. Nous sommes d'un avenir d'ardentes symphonies où combattre sans périr engage nos utopies. Là, après, je me suis réveillé. On m'a dit qu'il faut écouter nos rêves. Je me suis demandé où c'est que le monde est rendu avec tout ça. Où c'est que vous êtes rendu avec tout ça. Dans mon journal, en 2016, j'ai écrit, en 2016, il y a bien des changements dans l'air. Sur mes 12 frères et sœurs, il m'en reste juste trois frères qui vivent encore à Cherry River avec les enfants, les petits-enfants. Je conduis 2 de mes petits-enfants à Magog pour les faire soigner par le docteur Bowen. La petite Sadie est trop malade, il l'a envoyée à Sherbrooke pour la faire opérer. Ici, autour du Mont Fern, il y a de moins en moins de coupes de bois. Il y a beaucoup de Canadiens qui s'en vont en Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, où c'est qu'il y a de l'ouvrage payant. J'ai arrêté d'écrire mes activités quotidiennes en février 1917, au moment où mon petit-neveu, Assa, meurt de la rougeole à 35 ans. Il travaillait au camp de bûcheron de son père. Avant qu'on trouve un vaccin, ça arrivait à tous les 2-3 ans, en hiver, une épidémie à Cherry River. Plusieurs hommes dans le camp de bûcheron attrapaient le virus. Il y avait aussi des soldats qui vivaient dans une base d'entraînement. À cause de la proximité, ça tombait comme des enfants. Le 1er novembre 1917, Julia, meurt d'une crise cardiaque. Le 4 novembre, la cérémonie funéraire a lieu à la maison, avant la mise en terre au cimetière de Cherry River. Sans le travail de Julia, j'ai trop mal à faire fonctionner la ferme. J'ai tout vendu. J'ai quitté Cherry River à la fin novembre. Je prends le train à Magog pour Paris, en Ontario, où vivent 3 de mes enfants. Après 5 mois, je suis prêt à revenir dans le canton de l'Est. C'est ce que je fais. Je ne suis pas revenu vivre ici à Cherry River. Je me suis installé à Magog. L'année d'après, le 1er août 1919, la guerre est finie, j'ai épousé, c'est pas parce que la guerre est finie, mais j'ai épousé la veuve Edith Dux Drew dans l'église méthodiste. On habite sur la rue John à Magog. Je me sens chez nous. Notre vie ensemble va durer 17 ans. À sa mort, j'avais 86 ans. Je suis retourné à Paris, en Ontario. J'ai vécu encore 8 années. Le temps de connaître une deuxième grande guerre. Celle-là, elle faisait peur au monde. Je
Je suis mort en novembre, comme Julia, le 27 novembre 1944, dans ma 95e année. J'avais ben du monde qui entrait aussi en même temps que moi. Des Juifs. Le destin est bizarre. Mon nom est dans le cimetière que j'entretenais à Cherry-River, gravé sur la pierre, sous le nom de ma première épouse, Julia L. Buzzell, wife of John Buzzell. Mon corps, on m'a enterré à Paris, en Ontario. Je suis bien content que ce soit ici qu'on me fait revenir pour vous raconter mon histoire. J'espère que l'histoire va continuer à nourrir votre curiosité. J'irai toujours plus loin, rejoindre qui je suis. Sous le soleil, sous la pluie, marcher mon chemin. J'irai droit devant, là où on m'attend. Je traverserai le temps, la terre, de la terre au firmament. Je pense que c'est le temps pour moi de partir. Souvenez-vous. Yesterday is now. Tomorrow is now. And now is today. Je vais dire un petit mot, bon Dieu, pour vous autres qui vous bénissent. Merci beaucoup. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Je vais aller chercher un verre d'eau. Merci beaucoup, M. Alain. Merci. Vraiment, vous êtes un vrai John Buzzell. Ben oui. On l'a reconnu complètement. Voilà. Oui, et puis vous avez exprimé sous nos yeux la sensibilité de John Buzzell qui était profondément musique. Et vous avez bien rendu tout ça à travers la poésie, votre jeu, le texte. Merci infiniment.